Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 20 juillet 2014. Mon nom est Bruno Lalonde et je poursuis encore l'analyse, la réflexion autour de Repenser l'impôt de Peter Sloterdijk pour une éthique du don démocratique. C'est la troisième vidéo consécutive que je fais sur ce livre. On se rappelle que c'était au quatrième jour de ce camp d'entraînement de lecture que j'ai lu cet ouvrage, qui m'a, vous vous en doutez bien, puisque c'est la troisième vidéo que je commets, qui m'a vraiment fait réfléchir. Alors, on résume ce qu'il y avait à l'intérieur. On résume les propos qui ont été tenus dans les deux vidéos précédentes le concernant. On les résume succinctement et on avance dans la réflexion. Alors oui, ce qu'il nous dit Sloterdijk, c'est qu'il faut un impôt volontaire pour les payeurs les plus performants, c'est-à-dire ceux qui en paient, et qui sont de moins en moins nombreux, les gens qui paient de l'impôt dans notre société. Il faut développer une culture du don qui s'appuie sur le prestige, qui s'appuie sur le désir de bien paraître. Petite parenthèse ici, les gens qui ne veulent pas bien paraître, j'en connais, ne pas vouloir bien paraître, c'est ne pas être. À l'appui, ici, il ne le cite pas, moi je le note. Pierre Clastre, dans La Société contre l'État. Pierre Clastre, qui est un anthropologue et un ethnologue, qui a étudié diverses tribus indiennes d'Amérique du Sud, notait la difficulté qu'ont eu les premiers anthropologues à reconnaître les chefs dans les tribus. Ils ont constaté, parce qu'évidemment ça s'opposait à leur conception hiérarchique des rapports sociaux, ils ont constaté que les chefs, c'étaient les plus pauvres, que les huttes habitées par les chefs étaient en mauvais état, qu'ils étaient en haillons presque, qu'ils ne possédaient rien en propre, qu'ils étaient sans cesse harcelés intellectuellement, spirituellement, psychologiquement par les autres membres de la tribu, car on se retournait vers eux pour résoudre divers problèmes au sein de la tribu, et que la pauvreté, enfin, je mets ça entre guillemets, qui était la leur, témoignait de leur engagement, de la totalité, de l'entièreté de leur dévouement au sein de leur petite collectivité. Il y allait, autrement dit, de leur prestige personnel. Nous étions le chef, non pas parce que nous nous accaparions les biens de la communauté, mais nous étions le chef parce qu'au contraire, nous donnions tout à la communauté. Ils étaient le chef parce qu'on leur reconnaissait une supériorité. C'est des mots que j'ai du mal à utiliser parce qu'évidemment, supériorité morale, hiérarchie, ce ne sont pas des mots qui s'appliquent à ces tribus-là, on aura compris. Mais j'essaie de transposer ce qu'a pu, cette réalité au fond, mais une réalité du don qui est commune pratiquement à toutes les cultures, à toutes les civilisations. Et cette culture du don, de la générosité, c'est là-dessus que s'appuie le capitalisme prédateur du type néolibéral pour nous, euh, pour nous dépouiller, au fond. Ils sont en train de piller les valeurs, un autre mot que j'emploie avec beaucoup de parcimonie, les valeurs héritées sur plusieurs siècles, les valeurs morales héritées sur plusieurs siècles qui sont l'entraide, la générosité, l'empathie, toutes ces choses-là qui font que la société tient encore et que toutes les sociétés humaines ont tenu par ce mécanisme-là de don. Alors oui, Eros et Timos, Timos le lieu du cœur, le lieu de la fierté, le lieu de la prestige, le lieu du prestige, le don de soi, disais-je. Je vais faire une très très courte parenthèse ici encore pour dire combien j'ai été ébloui, épaté. Ça a changé ma vie, le fameux geste symbolique de Pierre-Carl Péladeau. Et je comprends, j'ai cru comprendre enfin, que Pierre-Carl Péladeau était dans une profonde réflexion personnelle et je peux comprendre que, rendu à un certain âge, on ait envie d'aller plus loin. Quand on a obtenu tout ce qu'il a obtenu, quand on a réussi tout ce qu'il a réussi, la vie ne s'arrête pas là. Et contrairement au clan des Marais,
qui n'ont cessé d'accumuler des richesses dans une espèce de mouvement avide sans fin, lui, il a décidé d'engager la seule chose qu'il pouvait perdre, c'est-à-dire sa parole, ou si vous préférez, son honneur. Et j'ai été mortifié à ma librairie d'entendre des petits bourgeois le juger sévèrement. Ces petits bourgeois qui, pour beaucoup d'entre eux, ne lèveraient pas le petit doigt pour quiconque et qui se languissent honteusement en attendant l'héritage de papa et de maman. Cet homme-là a fait fructifier un héritage important, mais il ne s'est pas arrêté là. Et de lui dénier une grandeur, une parole, un honneur, c'est de la médiocrité et nous ne mangeons pas de ce pain-là. Moi, je vous le dis, je vous le répète, ça a changé ma vie, ce geste-là. Parce que pour la première fois, je voyais quelqu'un appartenant à la classe supérieure décider d'engager existentiellement sa propre vie pour son peuple. Et ça me jette à terre encore. Je ne m'en remets pas. Ça a bouleversé ma conception des rapports sociaux. Et c'est pour ça que je vais devenir membre du Parti québécois afin de le soutenir dans sa candidature. Et aussi, ça j'en ai parlé à un ami hier, professeur d'université, qui était plutôt pas d'accord avec moi en fait. En fait, je pense qu'il comprenait même pas ce que je disais, pour être plus juste, de la nécessité pour le Parti québécois de commencer à ouvrir des canaux de communication avec les membres de la CAQ. Si le Parti québécois et la CAQ veulent nous débarrasser des libéraux, hein, n'est-ce pas? Autrement, on va être pris avec eux pour encore 2-3 mandats. Et déjà, j'entends les gens tout autour de moi, fatalistes, accepter déjà cette chose-là. Non, non, on peut faire preuve de créativité et on peut s'entendre avec les nationalistes conservateurs que sont les caquistes. Et je pense que Pierre-Carl Péladeau a la capacité de convaincre Legault de non pas créer une fusion des deux partis, mais une cohabitation. Aussi, je rappelais que, bon, le fisc qui assure une mainmise autoritaire sur une partie importante de nos portefeuilles, c'est quand même ne pas aller trop loin. C'est-à-dire, il ne touche pas au gain en capital sur la vente d'une maison, qui est généralement, de plus en plus, vu le coût exorbitant des maisons, un legs patrimonial. Il ne touche pas au patrimoine familial, du gain en patrimoine que peut représenter la vente d'une maison. Et également, il ne remet pas en cause le statut des parents de déshériter ou de faire un legs à leurs enfants. Et ceci aussi dans la majorité des familles qui sont dysfonctionnelles. C'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques. La menace à l'héritage représente une, 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 une force incomparable pour mortifier les membres d'une même famille, les tenir soudés ensemble. Je vais faire une autre parenthèse. Un ami à moi, urgentologue, me disait qu'il n'y avait pas d'acharnement thérapeutique pour les vieux parents en train de mourir dans les hôpitaux. C'était le contraire. Les enfants se battaient pour les garder vivants, pas tant parce qu'ils avaient le souci de leurs parents, mais bien davantage qu'ils ne se reconnaissaient pas aux uns et aux autres, frères et sœurs, frères, frères, sœurs, sœurs, le droit de décider. Et qu'au fond, la dispute autour du corps agonisant du parent était un enjeu symbolique, un règlement de compte entre enfants. Et que on pouvait entendre des enfants dire « Mais oui, mais toi, de quel droit tu déciderais que maman vive ou meure? » Ou encore, on sait bien, toi, papa t'a toujours plus aimé que moi, donc on va le faire débrancher. Ou d'autres encore, tu ne l'aimes pas, ta mère, si tu l'aimais vraiment, eh bien, tu mettrais fin à ses souffrances. Ou encore, si tu l'aimais vraiment, tu la garderais en vie. Et cet ami médecin me racontait que les parents, les enfants se disputaient de manière
ignominieuse devant le corps douloureux de leurs pauvres parents qui bien souvent n'avaient qu'une seule envie, c'est de partir. Alors, double contrainte, verrou familial et verrou fiscal. Des familles dysfonctionnelles qui sont maintenues soit par le patrimoine ou qui sont maintenues par une méconnaissance de la structure aliénante névrotique de la famille duquel ils sont issus. Alors donc, tout ça, ça nous donne le portrait souvent qu'on a pratiquement deux types de gens. Des gens qui sont inlassablement en thérapie et qui ne comprennent pas que les structures dans lesquelles nous sommes sont des structures politiques aliénantes, ce qu'on appelle le psychopolitique, et de l'autre côté, qui ne comprennent pas que la connaissance, la quête de soi, tout en étant nécessaire et fondamentale, a ses limites si on maintient en l'état les structures aliénantes. Alors, double mission, travailler sur soi par le biais d'une analyse ou d'une psychothérapie ou des réflexions, des cultures, des réflexions ou des lectures ou des groupes d'entraide ou, petite parenthèse, j'en profite ici donné, je vais vous citer Cyrulnik, ce qu'il nous dit Cyrulnik, hein, Boris Cyrulnik. Il faut se méfier des théories absurdes, car ce sont celles qui marchent le mieux. Plus une théorie est absurde, plus elle a de chances d'entrer dans la culture. Donc, pour sortir de l'absurde, il faut donner un sens à tout prix. Il faut s'engager, lire, comprendre, rencontrer, militer, se tromper comme tout le monde, puis rectifier. Et c'est une bagarre qui donne un sens à la vie. On ne reste pas en retrait de la vie à se gratter nos bobos psychiques. On tente de les apaiser, on tente de leur donner un sens. Et en même temps, on travaille politiquement pour changer ces structures-là qui sont aliénantes. C'est un double travail. Et ça fonctionne ensemble. Est-ce que je voulais un passage? Est-ce que je poursuis? On va quand même encore avancer. De toute façon, les parties pourraient être longues, celle-ci aussi. Puis après, je vais conclure avec ma propre expérience personnelle sur les héritages. C'est sûr que les membres de ma famille apprécieront pas trop d'entendre ça, mais bon. Alors, ce qu'il nous dit également, toujours Peter Sloterdijk, la société de consommation dévore ses enfants. Qui peut s'en étonner? Il est vraisemblable qu'un changement de climat se soit opéré avec la montée de la génération des héritiers après 1980. Depuis, le syndrome Buddenbrook se répète massivement. Quand il y a trop, d'après un roman de Thomas Mann qui nous montre le déchirement d'une famille très fortunée où chacun s'entretue pour à la fois la part du gâteau réel et la part du gâteau symbolique. Quand il y a trop d'héritiers, se propage cette sagesse dangereuse qui veut que les choses puissent aussi se faire sans travail et sans apport personnel. Ouais, puis des héritiers, là, je vais faire une autre parenthèse. Puis au fond, j'allais l'oublier, puis c'est capital, en fait. Parce que Sloterdijk et moi, nous nous posions la question suivante. Comment se fait-il que nous acceptions de ne pas se révolter fiscalement? Et Sloterdijk répond en partie à la question, mais il y a quelque chose d'autre. En tout cas, je vais parler pour le Québec, et c'est sans doute, le Canada, et c'est sans doute le cas pour tout l'Occident. Et pendant 3 jours après avoir lu cet ouvrage-là, je me disais, mais comment ça se fait que nous ne nous révoltons pas? On se fait imposer de manière monstrueuse, on nous prépare d'autres coupes dans les services publics, on se prépare à payer davantage pour toujours moins. On est taxé sans arrêt pour le moindre achat que nous faisons. La majorité de nos revenus, en fait, sont taxés ou imposés. Et nous subissons cela. Pourquoi? Entre autres choses.
Une petite brève dans le Devoir de la semaine dernière nous révélait que d'ici les 20 prochaines années, il y aura un transfert de richesse de 1000 milliards de dollars, que 55% des Canadiens ont déjà hérité et que les 2 tiers vont hériter et que la moyenne du montant hérité est de 100 000 dollars pour le Canada et très curieusement 105 000 dollars pour le Québec. Évidemment, ce sont des moyennes. Il y a des gens qui vont hériter peut-être de 5 000 dollars. Peut-être même des gens vont hériter seulement d'une salière. Et à ce moment-là, la salière deviendra l'objet de tous les déchirements et l'objet de toutes les choses qui auront été refoulées au sein de la famille dysfonctionnelle normale, hein, puisque la dysfonction est la norme, donc on peut parler de normalité. Eh bien, les autres, ce seront des héritages sans doute plus considérables. Ici, je vais encore dire une chose qui risque d'en heurter quelques-uns. L'argent, c'est pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une culture de l'argent, il y a un usage de l'argent, et les vrais héritiers de 6, 7 générations, hein, ou 5. Mais les vrais héritiers qui ont passé le cap critique, disons, de la 3e génération, naissent et grandissent dans la culture de l'argent. C'est-à-dire comment ça fonctionne, comment on vit avec, comment on vit l'argent que nous possédons dans un rapport avec les autres, comment se comporter par rapport aux autres vis-à-vis de l'argent que nous avons. Et les héritiers ont pour mission, très tôt dans leur enfance, non pas de dilapider l'héritage familial, mais de le faire fructifier. Et c'est cela aussi la fameuse parabole de l'Évangile, qui reçoit justement un héritage et un des héritiers va l'enterrer dans le jardin et tout content de ne pas l'avoir dilapidé. Et Jésus le morigène en lui disant qu'il a été un mauvais serviteur, qu'il fallait qu'il le fasse fructifier. Hein? La fameuse parabole des talents enterrés. Quand nous avons du talent, eh bien, il faut l'assumer, n'est-ce pas? Il faut l'assumer pour tous ceux qui en ont peut-être pas reçu autant que nous. On a reçu du talent, c'est pour le faire fructifier. Et bien, c'est la même chose avec l'argent. Les grandes familles bourgeoises connaissent ceci. Et ils sont attachés aux symboles qui sont reliés à ça. Les livres, parfois, des familles très riches possèdent de belles bibliothèques, les tableaux. C'est pas rien d'être l'héritier d'une 6, 7e génération. Et quand on déambule dans le château, on fait son petit pipi, là, en plein milieu de la nuit, on voit l'ancêtre fondateur qui nous toise en nous rappelant de rester fidèle à son nom. Parce qu'évidemment, il y a le nom. Le nom, ça a une très grande portée symbolique. Alors, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas la nécessité de faire fructifier un héritage. Et beaucoup de parents qui observent de très près leurs enfants qui se languissent en attendant l'héritage. J'ai pu l'observer beaucoup dans ma vie. C'est que beaucoup d'héritiers n'ont pas la combativité d'exister, n'ont pas la combativité de vivre. Ils attendent. Ils savent que la cavalerie va venir les sauver. Ils savent que peut-être ils vont hériter de plusieurs centaines de milliers de dollars. Et ils ne sont pas pressés par l'urgence de faire leur place en ce bas monde, ou ils se croient dispensés de le faire, cette place-là, et ils jugent sévèrement ce qu'ils appellent les parvenus. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'un peu absurde également, parce que pour moi, nous sommes tous des parvenus. Soit de la première, soit de la deuxième, soit de la troisième, ou encore de la 10e génération. Le premier qui a fait main basse sur le coffre-fort, eh bien, était un parvenu. Alors, toutes ces distinctions-là entre parvenus de première ou de deuxième ou de troisième génération, tout cela, pour moi, est d'un ennui total. Et je dirais même à la limite que je comprends mieux les vrais riches, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas faits eux-mêmes,
mais qui ont eu l'intelligence d'aller encore plus loin dans la fortune qu'ils ont reçue. Il nous dit également, oui, bon, il nous rappelle que cette mécanique fiscale qui pèse très lourdement sur nous a un effet démobilisateur, un effet débilitant, un effet démoralisateur, qui a envie de travailler comme des fous afin de remplir les coffres d'un État mal administré, au service de gens qui, la plupart du temps, n'ont aucune espèce de reconnaissance pour nous, nous jugeant des sales capitalistes ou Dieu sait quoi encore. Alors, ici, on accuse Sloterdijk d'exagérer, mais Sloterdijk nous dit qu'exagérer, c'est la seule manière de s'approcher de la réalité. Alors que si l'on observe au fond le divertissement dans lequel nous sommes, on constate que c'est un profond ennui qui est à l'œuvre. L'ennui, c'est le reflet psychique et moral de l'incapacité à être totalement convaincu de quelque chose. Le manque d'éléments convaincants fait apparaître l'appétit de cas critiques chez ceux qui participent au jeu. On a besoin du critique pour étalonner le sentiment de réalité. Ouais, ben voilà, pour en revenir à la maison, il nous dit oui, l'habitat. Hein. C'est pour ça que l'impôt ne touche pas aux gains en capital sur les maisons, parce que là, sans doute, il y aurait une vraie révolte fiscale. L'habitat est un impératif anthropologique primaire. Alors, c'est très, très important. Il dit même que pour beaucoup d'entre nous, en fait, que la maison passe avant la nation. Et c'est logique. Nous sommes des créatures vivantes, des créatures humaines, et qui avons besoin d'un terrier bien à nous. Et nous sommes horrifiés quand nous voyons ces hommes-là, ces femmes-là, sans maison, sans domicile fixe, sillonner les rues de notre métropole, ces errants sans attache, qui nous rappellent ce qui arrive lorsque nous sommes exilés à nous-mêmes aussi. De reconnaître tout le parcours de ces gens-là, qu'est-ce qui les a amenés à devenir des errants, sans doute encore là une famille dysfonctionnelle terrible, et également la pauvreté, qui elle est un fait social, un fait politique, autrement dit. Bon, écoutez, attendez. Là, il parle de la même manière que Marcel Proust, dit-on, n'a pas quitté son lit pendant une décennie parce qu'il avait trouvé son cosmos dans sa chambre à coucher. Bon, ben écoutez, je pense qu'on va conclure. Attendez. Ouais, on va conclure avec. J'ai souligné, j'ai annoté tellement de choses. Mais là, je ne vais pas vous lire le livre au complet. Je vous invite à le lire. Je vous invite à l'emprunter, à vous le procurer. Et après, à y réfléchir, parce que nous devons. Il dit ici oh, vous m'entendez, parce que j'en ai annoté tellement. Je vais vous révéler les principales. Ouais, pour rester encore avec l'argent, Rockefeller, il dit quand on travaille toute la journée, on n'a pas le temps de se faire de l'argent. On doit travailler pour sa subsistance, hein, essaie-t-il sous-entendre.
Ben voilà, on va conclure avec deux petits passages et après, ben, je vous confie. Parce que voilà où j'en suis de toute façon, c'est bien beau la théorie, mais je suis obligé de parler un peu de moi-même. De toute façon, en vieillissant, je ne supporte plus les systèmes philosophiques, quels qu'ils soient, où l'auteur n'y est pas présent, ne serait-ce que furtivement ou ne serait-ce que par allusion. Je ne supporte pas cette abstraction-là, qui est pour moi le reflet de ce que nous vivons déjà, une sorte de système aliénant où personne parle pour lui. On a quantité de gens qui parlent pour les autres, mais on est en manque de gens qui parlent pour eux-mêmes. L'encouragement. L'individu ne le produit pas de lui-même. L'encouragement est intégré à des alliances. Les stimulants sont des instances publiques. Ce sont les hommes exemplaires. Et ceux-là, il faut les chercher. Pelado est un homme exemplaire. Cela signifie qu'il faut trouver l'entraîneur auquel on fait confiance. L'entraîneur est celui qui peut te dire, tu dois changer ta vie. Cela, je ne l'accepte que de la part de celui dont je crois savoir, sur la base d'une anticipation intuitive, qu'il a le droit de prononcer une phrase de ce type. Parenthèse. J'en ai rencontré dans ma vie quelques-unes de ces personnes-là qui avaient le droit de dire « Tu dois changer ta vie ». S'il s'adresse à moi à la deuxième personne du singulier, aucune arrogance ne doit entrer en jeu. Cela, seul l'homme exemplaire peut le faire. Et aujourd'hui, dans la crise de la modernité, qui est aussi une crise des modèles, ce genre d'homme se fait de plus en plus porter rentrant. C'est-à-dire, on en a besoin. Il y a dans notre culture un cercle vicieux bien rodé qui fait en sorte que beaucoup d'hommes prennent leur aise dans une négativité qui se donne constamment raison à elle-même. Celui qui a reconnu ce cercle peut aussi le quitter. Les fameuses prophéties auto-réalisées. Là. Ben voilà. Alors oui, je conclue là-dessus en vous racontant que moi, toute ma vie, puis ce livre-là m'a permis de bien cerner ce sentiment-là de malaise, de souffrance, voire même de colère qui a été le mien, en ayant le sentiment que toute ma vie, je me battais contre des héritiers. Des gens qui, et comme la majorité le sont, n'est-ce pas? Hein, la statistique nous le dit, les 2 tiers le sont, ne serait-ce que symboliquement. Eh bien, toute ma vie, j'ai eu cette impression-là cuisante, fâcheuse, désespérante d'être un déshérité. Mes 2 parents m'ont déshérité. L'un de manière active et l'autre de manière passive. Cela a été une source de souffrance. On a peine à imaginer. Une épreuve terrible d'avoir été déshérité. Et je ne vous raconte pas tous les mensonges, les demi-vérités qui ont suivi, qui a fait qu'aujourd'hui, je suis un homme qui n'adhère pas aux valeurs familiales. Mon expérience personnelle a été trop traumatisante pour adhérer à quelque chose qui m'a fait tant souffrir. Donc, oui, déshérité, mes 2 parents m'ont déshérité.
J'aurais envie de rajouter sardoniquement que c'était peut-être pour faire oublier qu'aucun des deux n'avait aucun legs à me laisser. Oh, mon père a bien parlé d'un héritage spirituel. De quoi réfléchir longtemps. Je ne sais pas si vous savez, là, recevoir un héritage spirituel là, de quelqu'un qui nous a abandonnés dès la toute petite enfance en te disant, tiens, l'abandon, c'est ton héritage spirituel. Amuse-toi bien avec. Ça peut rendre teigneux certaines journées. Et ça peut rendre peut-être même un brin jaloux quand on voit ces gens un peu passifs, désinvoltes, qui ont des théories sur tout, qui regardent le monde de haut et qui attendent enfin que papa et maman meurent pour enfin se payer de belles vacances dans le sud ou en France, ou s'acheter ce 4x4 qui leur fait tant envie. Moi, je n'ai pas connu ça, je ne connaîtrai pas ça, ça ne fait pas partie de mon destin, ça ne fait pas partie des cartes qui sont entre mes mains. Et ce qui expliquerait en partie la colère native qui est la mienne. Mais je comprends également qu'il y a toujours un prix à payer. Le mien a été élevé, mais quand je regarde tous ces héritiers se languissant, restant dans des structures familiales, aliénantes, refusant, subissant une fiscalité prédatrice, se retrouver chez le psychiatre, n'est-ce pas? Parce qu'ils n'ont pas envie non plus d'aller entreprendre une quête psychanalytique qui serait longue et pas juste coûteuse sur le plan financier, qui mettrait à mal leur conception de la famille et de la politique. Eh bien, je me dis qu'à quelque part, peut-être que le prix à payer n'était pas si élevé. Et peut-être que ce qui était à la base une malédiction, grâce à ma capacité d'imagination, eh bien, j'ai transformé cela en bénédiction. Je vous remercie d'être avec moi. Elle doit être terriblement longue, celle-là. Mais écoutez, il y a des gens qui s'écoutent écrire. Moi, je appartiens à cette catégorie-là de gens qui, visiblement, s'écoutent parler. C'est pas grave. Comme on dit, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Puis si vous avez écouté jusqu'au bout, ben, je vous remercie. Parce que vous êtes quelques-uns à m'écouter tous les jours. Et c'est ça, c'est par vous que je continue de le faire. S'il n'y avait pas ne serait-ce qu'une personne pour entendre les petites choses que j'ai à dire, à offrir, à partager avec vous, eh bien, je ne les ferai plus, ces vidéos-là, depuis très longtemps. Portez-vous bien, portez-vous loin, portez-vous au-delà de vous-même. Ne soyez pas en dessous de ce que vous êtes. Ne souffrez pas d'un déficit d'imagination. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur. Mon numéro de téléphone, 514-736-0999. Et demain, je vous parle d'un livre qui est consacré à François Bon, que j'apprends à découvrir. J'avance lentement dans ma connaissance de François Bon. Et c'est un homme et une écriture et une pensée qui me rejoint tout à fait. Une autre bénédiction. François Bon, portez-vous bien.